La CIA traque Bigfoot depuis plus de 14 ans, et je suis bien placé pour le savoir. Je faisais partie de l'équipe chargée de cette mission. Ce qui a débuté comme une affectation sans grand sérieux en 1980 s'est transformé en l'une des opérations les plus confidentielles de l'histoire de l'agence. Et ce que nous avons découvert sur ces créatures a changé tout ce que nous pensions savoir sur la sécurité nationale. Je m'appelle Derek Shepard. J'ai 36 ans, et voici l'histoire que je n'aurais jamais dû raconter. Mais en 1994, après avoir quitté l'agence, j'ai décidé que le peuple américain méritait de connaître la vérité. Le 15 mars 1994, j'étais assis dans un petit café de Georgetown, à Washington, D.C., regardant la pluie strier les fenêtres. Le café s'appelait Murphy's, un endroit qui existait depuis les années 1950 avec ses banquettes en vinyle rouge et un jukebox qui jouait encore du Patti Klein. Je l'avais choisi spécifiquement parce qu'il était bruyant, bondé et le genre d'endroit où personne ne prête attention aux conversations des autres. En face de moi était assis Richard Morrison, un journaliste d'investigation du Washington Post. Il avait 42 ans, le crâne dégarni, et portait un costume froissé qui avait connu des jours meilleurs. Son magnétophone était posé sur la table entre nous, son voyant rouge clignotant. « Laissez-moi être sûr de bien vous comprendre », dit Morrison en se penchant en avant. « Vous êtes en train de me dire que la Central Intelligence Agency mène une opération pour traquer et surveiller Bigfoot depuis 1980. C'est exactement ce que je vous dis, répondis-je en prenant une gorgée de mon café. Mes mains ne tremblaient pas, mais mon cœur battait la chamade. Ce que j'étais sur le point de faire pouvait m'envoyer en prison. Les secrets que j'avais juré de garder, les informations classifiées que j'allais révéler. Tout cela constituait une violation de mon habilitation de sécurité et des accords que j'avais signés en rejoignant l'agence en 1982. Mais je n'en avais plus rien à faire. Certaines vérités étaient trop importantes pour rester enfouies. « Pourquoi ?» demanda Morrison. « Pourquoi la CIA s'intéresserait-elle à un cryptide que la plupart des gens considèrent comme un canular ?»« Parce que ce n'est pas un canular, » dis-je simplement. « Bigfoot est réel. Il existe de multiples populations à travers l'Amérique du Nord, principalement dans le nord-ouest Pacifique, mais aussi dans des poches des Appalaches, du nord du Minnesota et dans certaines régions du Canada. Et le gouvernement est au courant de leur existence depuis au moins la fin des années 1970. Le stylo de Morrison courait rapidement sur son bloc-notes, même si le magnétophone tournait. Comment tout cela a-t-il commencé ? Comment la CIA s'est-elle retrouvée impliquée? Je pris une profonde inspiration, organisant mes pensées. Cette histoire était enfermée en moi depuis 12 ans. Et maintenant que je la racontais enfin, je voulais le faire correctement. Tout a commencé en 1979, commençai-je. Un garde forestier de l'État de Washington a signalé un incident impliquant un primate inconnu qui volait de la nourriture dans des campements. Les rapports étaient cohérents, détaillés, et le garde était crédible. Un ancien militaire, pas du genre à raconter des histoires à dormir debout. Les autorités locales n'ont pas pu l'expliquer. Alors, elles ont fait remonter l'information, et c'est finalement arrivé jusqu'à la CIA. D'abord, c'est allé au département de l'Intérieur, puis à la NSA, lorsqu'ils ont détecté des signatures thermiques inhabituelles dans la région lors d'un passage satellite. De grandes signatures thermiques bipèdes se déplaçant dans des zones où aucun humain n'aurait dû se trouver. La NSA nous a transmis l'affaire parce que c'était sur le territoire national et qu'on craignait que cela puisse être lié à une activité soviétique. Morrison haussa un sourcil. Une activité soviétique. On était en 1979. Rappelez-vous, la guerre froide battait encore son plein. La théorie initiale était que les soviétiques menaient peut-être des missions de reconnaissance dans des territoires américains reculés pour tester nos capacités de surveillance. La CIA
a donc formé un petit groupe de travail pour enquêter. Ils l'ont appelé projet Silverback. Et qu'ont-ils trouvé? Je souris sombrement. Pas des soviétiques. Quelque chose de bien plus intéressant. En juin 1980, le groupe de travail a eu son premier contact visuel, confirmé, avec une créature Bigfoot dans la forêt nationale olympique. 2,40 m de haut, couvert de poils bruns foncés, locomotion bipède, clairement pas humain, et n'appartenant à aucune espèce de singe connue. Morrison me dévisageait comme si une deuxième tête m'avait poussé. « Vous êtes sérieux ?» Complètement. Je faisais partie de l'équipe. Je sortais tout juste de ma formation, affecté comme agent de terrain junior, aux côtés de 3 agents seniors et d'un biologiste de la faune de l'UC Berkeley, qui avait une habilitation de sécurité. Nous avons suivi la créature pendant 3 jours avant de la voir. Et quand nous l'avons vue, ça a tout changé. Comment ça? Parce qu'elle était intelligente, Morrison. Passe une intelligence animale, une intelligence de niveau humain. Elle savait que nous la suivions. Elle laissait de fausses pistes, revenait sur ses pas, créait même des diversions pour nous semer. Ce n'était pas un animal stupide. C'était quelque chose qui comprenait la tactique. Je sortis un dossier de ma mallette. Des copies de documents que j'avais faites avant de quitter l'agence, des documents classifiés qui pourraient me faire accuser d'espionnage si le gouvernement décidait de porter plainte. Ce sont des rapports d'incidents de 1980 à 1985, dis-je en faisant glisser le dossier vers lui. Observations documentées, données de suivi, estimation de population. Tout est classé top secret. Morrison ouvrit le dossier, ses yeux s'écarquillant en parcourant les documents. Il y a des tampons de classification, Derek. Si ces documents sont vrais, ils sont vrais. Et j'ai d'autres choses, des photographies, des moulages en plâtre d'empreintes et même des échantillons de poils qui ont été analysés. Rien que l'analyse ADN vous laisserait sans voix. Qu'a montré l'ADN? C'est là que ça devient vraiment fou, dis-je. Les échantillons ont révélé un profil génétique proche de celui de l'homme, mais nettement différent. Assez proche pour appartenir au genre Homo, mais suffisamment divergent pour être une espèce ou une sous-espèce distincte. Les généticiens que nous avons consultés, tous habilités, ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'une population survivante d'Homo erectus ou d'une espèce apparentée que nous pensions éteinte depuis des centaines de milliers d'années. Morrison posa son stylo, son expression sérieuse. « Derek, vous comprenez ce que vous êtes en train d'affirmer? Vous dites que le gouvernement a la preuve que Bigfoot existe et qu'il le garde secret depuis 14 ans ?»« Plus longtemps que ça, probablement, le corrigeai-je. Je vous dis ce que je sais de par mon implication à partir de 1980, mais il y a des indices dans les dossiers classifiés qui suggèrent que le gouvernement est au courant de l'existence de ces créatures depuis au moins les années 1960, peut-être même avant. Il y a des références à une opération Tall Timber des années 1950 que je n'ai jamais eu l'habilitation de consulter. Pourquoi garder le secret? Pourquoi ne pas annoncer cette découverte? Je ris, mais sans aucune gaieté. Réfléchissez-y, Morrison. Vous annoncez qu'il y a une espèce inconnue de primates de type humain vivant dans les forêts américaines. Que se passe-t-il? Le chaos, la panique dans les communautés rurales, le premier illuminé venu avec un fusil, qui essaie d'en abattre un pour le trophée, des scientifiques qui exigent un accès. Des groupes écologistes qui réclament la protection de leur habitat. Et ça, c'est avant même d'aborder les complications juridiques. Des complications juridiques? Si ces créatures sont intelligentes, et elles le sont, quel est leur statut légal? Sont-elles des animaux? Une propriété? Ont-elles des droits? Si quelqu'un en abat une, est-ce de la chasse ou un meurtre? Le gouvernement ne pouvait pas répondre à ces questions sans révéler l'existence même des créatures.
Ils ont donc décidé que l'option la plus sûre était de maintenir le secret et de surveiller les populations en toute discrétion. Morrison écrivait furieusement maintenant « Vous avez dit des populations, au pluriel. De combien de groupes parle-t-on » D'après mon dernier briefing, fin 1993, nous avions identifié 17 groupes distincts aux États-Unis continentaux et dans le sud du Canada. Les estimations de population variaient de 200 à 300 individus au total, de petites populations dispersées vivant dans les zones sauvages les plus reculées. Et la CIA les a toutes suivies. Pas seulement suivies. Nous surveillions leurs mouvements, documentions leur comportement et intervenions même occasionnellement quand elles s'approchaient trop des populations humaines. Nous avions des équipes de terrain déployées toute l'année dans des zones clés. J'ai passé la majeure partie de 1983 à 1987 dans le nord-ouest Pacifique à ne faire que de la surveillance de Bigfoot. C'est insensé, marmonna Morrison. Comment ce secret a-t-il pu être gardé? Combien de personnes sont au courant? Au sein de la CIA, peut-être 50 personnes au total, au fil des ans. La plupart des opérations sont cloisonnées. Les agents de terrain comme moi connaissaient des bribes du tableau, mais pas tout. L'ampleur totale n'était connue que du chef de division et de ses subordonnés directs. En dehors de la CIA, il y a probablement une centaine d'autres personnes informées. Des analystes de la NSA qui surveillent les données satellites, quelques scientifiques triés sur le volet qui ont été consultés, des hauts fonctionnaires du service des forêts et du département de l'Intérieur. Et personne n'a jamais rien fait fuiter avant. Les sanctions pour la divulgation d'informations classifiées sont sévères, Morrison. Des années de prison, la perte de votre retraite, être qualifié de traître. Et puis, il y a le problème de la crédibilité. Qui va croire une histoire sur la CIA qui traque Bigfoot? On dirait un scénario de mauvais film de science-fiction. Même avec des preuves, vous seriez catalogué comme un théoricien du complot complètement fou. Alors, pourquoi parlez-vous maintenant? Je restais silencieux un instant, remuant mon café, mettant de l'ordre dans mes pensées. C'était la question que je me posais depuis des mois, depuis que j'avais décidé de contacter Morrison. Parce que ce n'est pas juste, dis-je finalement. Ces créatures existent. Elles vivent sur le sol américain et le public a le droit de le savoir. De plus, leur population décline. La perte d'habitat, le changement climatique, l'empiètement humain. Elles sont repoussées dans des territoires de plus en plus petits. Dans 20 ans, elles pourraient avoir disparu. Et quand elles ne seront plus là, le gouvernement classera simplement toute l'affaire pour toujours. Et ce sera comme si elles n'avaient jamais existé. Vous risquez tout pour raconter cette histoire, observa Morrison. Je sais, mais j'en ai assez de mentir. J'en ai assez de faire partie de cette dissimulation. Ces créatures, ce sont des êtres intelligents qui essaient de survivre dans un monde qui ne reconnaît même pas leur existence. Elles méritent mieux que ça. Morrison se renversa sur sa banquette, m'étudiant. Vous vous rendez compte que j'aurai besoin de plus que votre parole et quelques documents. Il me faudra des confirmations, d'autres sources, des preuves vérifiables. Je peux vous donner ça, dis-je. J'ai les coordonnées de 2 autres anciens agents qui ont travaillé sur le projet Silverback. Ils ont accepté de vous parler en off pour commencer. J'ai aussi des données de localisation d'endroits où vous pourrez trouver des preuves par vous-même. Des zones où les créatures sont connues pour fréquenter, où vous pourrez trouver des empreintes, des signes de leur présence. Ça va être le plus grand scoop de ma carrière, dit Morrison, presque pour lui-même. Si c'est vrai. C'est vrai, l'assurai-je. Et Morrison, quand vous publierez ça, le gouvernement va tout nier. Ils diront que je suis un ancien employé mécontent, prétendront que les documents sont des faux, discréditeront les sources. Vous devez vous y préparer. J'ai déjà eu affaire à des démentis du gouvernement. Pas comme ça. Ce n'est pas un scandale politique qui s'évanouira en un cycle de nouvelles. C'est remettre en question la compréhension fondamentale des espèces qui existent sur ce continent. Ils se battront avec tout ce qu'ils ont.
Morrison hocha lentement la tête. Alors nous ferions mieux de nous assurer que l'histoire est blindée. Racontez-moi tout, Derek. Commencez par le début. Morrison commanda une autre tasse de café et s'installa. Dehors, la pluie de mars continuait de tomber, créant un rideau gris qui nous isolait du reste du monde. Je sortis d'autres documents de ma mallette. Des cartes, des photographies, des rapports de terrain. « Laissez-moi vous parler de ma première vraie rencontre, » dis-je. Août 1983. Ça faisait 3 ans que j'étais sur le projet Silverback, principalement à faire de la surveillance et de l'analyse de données. Mais cet été-là, j'ai été affecté à une équipe de terrain dans les North Cascades de l'État de Washington. Quel était l'objectif? Nous suivions un groupe familial, que nous avions désigné comme le groupe 7, qui avait été repéré près de la région du lac Ross. Des randonneurs locaux avaient signalé des bruits inhabituels, de grandes empreintes, et un garde avait vu quelque chose bouger dans la forêt qu'il n'avait pas pu identifier. Notre travail consistait à localiser le groupe, à documenter leur nombre et leur comportement, et à nous assurer qu'ils ne s'approchaient pas trop des zones peuplées. Je fis glisser une photographie sur la table. Elle était granuleuse, prise avec un téléobjectif, mais assez nette. Elle montrait une grande silhouette couverte de poils près d'une lisière de forêt, mesurant environ 2,40 m. Celle-ci a été prise le 18 août 1983, dis-je. C'est l'un des adultes du groupe 7. Nous les avons observés pendant 11 jours, avant qu'ils ne s'enfoncent plus profondément dans la nature. Morrison examina attentivement la photo. Ça pourrait être une personne dans un costume. C'est ce que tout le monde dit en voyant ces photos, répliquai-je. Mais regardez les proportions. La longueur de bras, la largeur des épaules, la façon dont il se tient. Ce n'est pas une anatomie humaine. De plus, nous avons observé cet individu pendant des heures. Nous l'avons vu grimper aux arbres, se déplacer dans des fourrés denses, interagir avec d'autres de son espèce. Aucun costume ne tiendrait face à un tel examen. À quelle distance vous êtes-vous approché ? Le plus près que je me sois jamais approché, c'était peut-être à une 50aine de mètres. Nous utilisions des techniques de surveillance standard, rester sous le vent, se déplacer en silence, utiliser du camouflage. Mais voilà le truc, Morrison. Ils savaient que nous étions là. Ils l'ont toujours su. Ils regardaient droit vers nos cachettes, émettaient des vocalisations qui semblaient être des avertissements les uns pour les autres. Ils toléraient notre présence, tant que nous gardions nos distances. Je sortis un autre document, un rapport de terrain avec le sceau de la CIA en haut. Celui-ci date de septembre 1984. Le groupe 7 s'était déplacé dans une zone près de l'autoroute 20, trop près du trafic humain. Nous avons eu l'autorisation de faire ce que nous appelions une dissuasion douce. En gros, nous les avons harcelés juste assez pour les encourager à se déplacer vers un endroit plus sûr. Comment harcèle-t-on un Bigfoot? Avec précaution, dis-je avec un sourire sinistre. Nous avons installé des haut-parleurs diffusant des voix humaines. Laissé des marqueurs olfactifs humains autour du périmètre de leur territoire. Et même fait faire des passages à basse altitude par des hélicoptères, rien qui puisse les blesser. Juste assez pour rendre la zone indésirable. En une semaine, ils s'étaient déplacés de 25 km vers le nord, de retour dans la nature profonde. Morrison écrivait rapidement. Vous avez dit un groupe familial. Comment sont-ils structurés socialement? Similairement aux gorilles, d'après nos observations. Les groupes se composent généralement d'un mâle adulte, d'une ou deux femelles adultes, et de jeunes de différents âges. Le mâle adulte mesure généralement entre 2,30 m et 2,60 m. Les femelles sont légèrement plus petites, environ 2,15 m. Les juvéniles mesurent entre 1,20 m et 1,80 m selon leur âge. Et vous avez dit qu'il y a 17 groupes. Fin 1993, oui, mais ce nombre fluctue. Les groupes se séparent, des individus meurent. Occasionnellement, de nouveaux groupes se forment lorsque les juvéniles atteignent la maturité et quittent leur unité familiale.
Nous tenons une base de données de tous les individus connus depuis 1980. Chacun reçoit un code de désignation et nous les suivons grâce à une combinaison d'imagerie thermique par satellite, de surveillance au sol et de rapports d'agents de terrain. Je lui montrai une carte des États-Unis avec des emplacements marqués. Voici les territoires principaux. La plus forte concentration se trouve dans le nord-ouest Pacifique. Washington, Oregon, nord de la Californie. Mais nous avons aussi confirmé des groupes dans le nord des Rocheuses, la péninsule supérieure du Michigan, le nord du Minnesota et certaines parties des Appalaches, de la Virginie occidentale jusqu'au Maine. Et dans d'autres pays, le Canada a son propre programme de surveillance. Nous partageons certaines informations avec la GRC et le Service canadien de la faune. Ils ont identifié au moins une douzaine de groupes en Colombie-Britannique et en Alberta. Il y a aussi des rapports en provenance de Russie et de l'Himalaya, mais cela sort de notre juridiction. Morrison leva les yeux de ses notes. Vous avez mentionné l'analyse ADN tout à l'heure. Pouvez-vous développer? Je sortis un autre document classifié, celui-ci provenant d'une analyse de laboratoire menée en 1985. C'est une analyse génétique d'échantillons de poils prélevés sur plusieurs individus de différents groupes. Les résultats ont été remarquables. L'ADN montre une relation étroite avec les humains modernes, plus proche que celle des chimpanzés ou des gorilles, mais avec des différences distinctes. Quel genre de différences? Des variations chromosomiques qui suggèrent une divergence de la lignée humaine il y a entre 100 000 et 500 000 ans. Les généticiens pensent que ces créatures sont soit une sous-espèce d'Homo sapiens, soit, plus probablement, une population survivante d'une espèce humaine archaïque que nous pensions éteinte, peut-être l'Homo heidelbergensis ou une lignée apparentée, donc ils sont humains. Biologiquement, ils sont suffisamment humains pour que de sérieuses questions éthiques se posent sur la manière dont nous les traitons. Mais ce ne sont pas des Homo sapiens. C'est autre chose, quelque chose qui a évolué différemment, adapté à une niche écologique différente. Ils sont plus forts que nous, plus robustes, mieux adaptés à la vie dans des climats rudes et sur des terrains difficiles. Mais ils sont aussi moins enclins à la technologie. Ils ne fabriquent pas d'outils complexes, n'utilisent pas le feu, n'ont pas le même type de pensée abstraite que nous. Ont-ils un langage? C'est compliqué, dis-je. Ils vocalisent. Nous avons enregistré des centaines d'heures de leurs sons. Il y a des motifs, des structures qui suggèrent une communication, mais nous ne pouvons pas dire avec certitude si c'est un langage tel que nous le comprenons. Les linguistes que nous avons consultés ont dit que cela pourrait être un proto-langage, quelque chose entre la communication animale et le véritable langage humain. Morrison resta silencieux un moment, digérant tout cela. « Derek, c'est extraordinaire, mais c'est aussi terrifiant. Si ces créatures sont si proches de nous et que le gouvernement est au courant depuis des décennies sans rien dire, cela soulève des questions sur ce qu'ils cachent d'autre. C'est en partie pour ça que je parle, conclus-je. Et il ne s'agit pas seulement de Bigfoot, il s'agit de la transparence du gouvernement, du droit du public, de savoir ce qui existe vraiment. Parlez-moi des protocoles opérationnels. Comment la CIA suit-elle concrètement ces créatures au quotidien? Je me calai dans la banquette. Nous avons 3 méthodes principales. D'abord, la surveillance par satellite. La NSA a du temps satellite dédié à l'imagerie thermique des territoires connus. Ils peuvent détecter de grandes signatures thermiques se déplaçant dans des zones où les humains ne devraient pas être. Quand ils ont une détection, ils alertent nos équipes de terrain. Deuxièmement, la surveillance au sol. Nous maintenons de petites équipes d'agents dans des bureaux de terrain près des principaux territoires, 2 à 4 agents par site, en rotation tous les 6 mois. Ils surveillent les rapports locaux, interrogent les témoins, effectuent des patrouilles régulières dans les zones d'habitat connues. La plupart de leur travail consiste simplement à savoir où se trouvent les créatures et à s'assurer qu'elles ne s'approchent pas trop des zones peuplées. Troisièmement, ce que nous appelons le renseignement coopératif, le partage d'informations avec des individus sélectionnés
qui ont une habilitation. Certains gardes forestiers, quelques responsables de la faune de l'État, et même quelques citoyens privés qui vivent dans des zones reculées et ont eu des rencontres. Ils nous font des rapports et nous enquêtons. Mais ces citoyens privés, ils sont au courant de l'opération gouvernementale? Pas officiellement. Nous présentons ça comme de la recherche sur la faune. Nous leur disons que nous étudions une espèce inconnue, que leurs observations sont précieuses pour les efforts de conservation. La plupart d'entre eux sont simplement heureux que quelqu'un prenne leur observation au sérieux au lieu de les traiter de fous. Morrison tapota son stylo sur son bloc-notes. Et les preuves physiques? Vous avez mentionné des empreintes, des échantillons de poils. Où est-ce que ça va? Il y a une installation sécurisée à Fort Detrick dans le Maryland. Toutes les preuves physiques du projet Silverback y sont stockées. Des moulages en plâtre de centaines d'empreintes, des échantillons de poils et de tissus, même des échantillons d'excréments. Il y a aussi des enregistrements audio, des photographies, des séquences vidéo. Tout est classifié, enfermé là où le public ne peut pas le voir. Pourriez-vous avoir accès à quelque chose de tout ça? Plus maintenant, j'ai démissionné en janvier. Mon habilitation a été révoquée. Mais j'ai gardé des copies de certains documents, comme ce que je vous montre maintenant, et je connais des gens qui y travaillent encore et qui pourraient être prêts à aider, en off. C'est incroyablement risqué pour vous, observa Morrison. Je sais. Mais Morrison, ces créatures sont en danger. Leur population décline. Chaque année, leur habitat se réduit. L'exploitation forestière, le développement, le changement climatique, tout cela les accule. Nous estimons qu'au taux actuel de déclin, elles pourraient être fonctionnellement éteintes d'ici 30 à 40 ans et le gouvernement se contente de les surveiller pendant qu'elles disparaissent. Pourquoi ne pas les protéger, établir des réserves, des programmes de reproduction? Parce que cela exigerait de reconnaître leur existence, et le gouvernement a décidé que ce n'était pas une option. Il y a des considérations économiques, les intérêts de l'exploitation forestière, les droits miniers, le développement foncier. Si nous reconnaissions que ces créatures existent et ont besoin de protection, cela aurait un impact sur des milliards de dollars d'extraction de ressources naturelles. Alors, à la place, nous les regardons s'éteindre lentement et gardons tout ça secret. Je sortis un dernier document, un graphique de projection de la population datant de 1992. Ceci montre le déclin projeté de la population au cours des 50 prochaines années si aucune intervention n'a lieu. D'ici 2040, nous nous attendons à peut-être 50 à 75 individus au total. D'ici 2050, possiblement l'extinction totale. Le gouvernement le sait, Morrison. Ils ont les données et ils choisissent de ne rien faire. Morrison fixe le graphique pendant un long moment. C'est un génocide par inaction. C'est exactement ça. Et c'est pourquoi je suis là. Parce que quelqu'un doit forcer la main du gouvernement. Quelqu'un doit rendre cela public pour qu'il y ait une pression pour réellement protéger ces créatures au lieu de simplement les regarder disparaître. Que pensez-vous qu'il se passera quand cette histoire sortira? Honnêtement, le chaos. Le gouvernement niera, attaquera ma crédibilité, peut-être même m'accusera d'espionnage. Les cryptozoologues crieront victoire. Les scientifiques exigeront l'accès aux preuves. Les chasseurs afflueront dans les forêts pour essayer d'en abattre un. Ça va être un sacré bazar. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, confirmai-je. Parce que l'alternative est de regarder une espèce entière, une espèce étroitement liée à nous, peut-être les derniers parents survivants de l'humanité ancienne, s'éteindre pendant que nous prétendons qu'ils n'existent pas. Je ne peux plus vivre avec ça sur la conscience. Morrison jeta un œil à son magnétophone pour s'assurer qu'il tournait toujours. Vous avez mentionné plus tôt que vous aviez eu des rencontres directes. Parlez-moi de la plus proche, celle qui vous a convaincu au-delà de tout doute. Je pris une longue gorgée de mon café, maintenant froid, me préparant.
C'était la partie que je n'avais jamais racontée à personne en dehors de l'agence, la partie qui me donnait encore des cauchemars. Novembre 1986, Forêt nationale olympique. Je faisais partie d'une équipe de 3 personnes qui suivaient le groupe 12, une unité familiale que nous surveillions depuis environ 8 mois. Le chef d'équipe était l'agent Frank Holloway, un vétéran de 15 ans. L'autre membre était le docteur Patricia Chen, une zoologiste de Stanford qui était prêtée au projet. Quel était l'objectif ? Nous avions reçu des rapports d'un camp de bûcherons à environ 25 km de notre dernière observation confirmée du groupe 12. Du matériel qui disparaissait, des bruits étranges, la nuit, d'énormes empreintes autour du périmètre. La compagnie forestière commençait à s'inquiéter et nous devions déterminer s'il s'agissait de notre groupe cible ou d'autre chose. Je sortis un rapport de terrain, celui-ci marqué de multiples tampons de classification. Nous avons installé un camp de surveillance à environ 3 km du site d'exploitation procédure standard, tour de garde, silence radio, sauf pour les contacts programmés, documenter tout ce que nous voyons. La 3e nuit, vers 2 heures du matin, j'étais de garde. Frank et Patricia dormaient dans leur tente. J'ai entendu quelque chose bouger dans la forêt, quelque chose de gros qui essayait d'être silencieux, mais sans y parvenir tout à fait. J'ai attrapé mes lunettes de vision nocturne et mon appareil photo. Morrison se pencha en avant. « Qu'avez-vous vu ?» Un mâle adulte d'environ 2,40 m se déplaçant à travers les arbres à une quarantaine de mètres de notre camp. Il se dirigeait vers nous, mais pas directement, plutôt comme s'il tournait autour, en inspection. J'ai immédiatement réveillé Frank. Nous l'avons tous les deux observé pendant environ 10 minutes, prenant des photos, documentant ses schémas de déplacement. Puis il s'est arrêté, s'est figé sur place, à peut-être 25 mètres, et il a regardé directement notre position Morrison. Je vous jure, il a croisé mon regard à travers ses lunettes de vision nocturne. Il savait exactement où nous étions. Qu'avez-vous fait ? Frank a pris la décision de ne pas bouger, ne pas engager le contact. Protocole standard pour les missions d'observation. Alors nous sommes restés là, à le regarder, nous regarder. Ça a duré peut-être 5 minutes, même si ça m'a semblé 1 heure. Puis, la créature a fait quelque chose qui a tout changé. Je m'arrêtais, le souvenir aussi vif que si c'était arrivé hier. Il a levé la main et a fait un geste pas aléatoire, pas menaçant. Il a levé la main, paume en avant, comme pour saluer, ou peut-être en guise d'avertissement. Puis, il a pointé notre camp, puis lui-même, puis a fait un mouvement de poussée, comme s'il nous disait de partir, que c'était son territoire. Vous dites qu'il a communiqué avec vous délibérément et clairement. Ce n'était pas un animal réagissant à l'instinct, c'était une communication intelligente. Frank a demandé des instructions par radio et nous avons reçu l'ordre de maintenir notre position. Mais la créature avait d'autres idées. Elle a commencé à se rapprocher, lentement, délibérément. Frank est devenu nerveux, a sorti son arme de service. Nous étions toujours armés, juste au cas où. Mais la créature s'est arrêtée en voyant l'arme. Elle a émis une vocalisation basse, pas agressive, plutôt de l'inquiétude, puis elle a fait quelque chose qui me donne encore des frissons. Quoi ? Elle s'est agenouillée. Cette créature massive de 2,40 m s'est agenouillée, se faisant plus petite, moins menaçante. Elle a placé ses 2 mains au sol devant elle, dans une position de soumission ou de paix. Puis elle nous a regardés et a émis un son, plus doux cette fois, presque interrogateur. Patricia s'est réveillée à ce moment-là, ayant entendu l'agitation. Quand elle a vu ce qui se passait, elle a fait quelque chose contre le protocole. Elle s'est levée, est sortie de notre abri et s'est dirigée vers la créature. Les yeux de Morrison s'écarquillèrent. C'est de la folie. C'est ce que Frank a dit, lui criant presque de revenir, mais Patricia l'a ignoré. Elle s'est approchée à environ 3 mètres de la créature et s'est assise par terre, imitant sa posture, se rendant vulnérable, montrant sa confiance. La créature l'a observée.
à pencher la tête. Je jure qu'elle avait l'air curieuse. Puis elle a fait quelque chose auquel ni Frank ni moi ne nous attendions. Elle a tendu le bras dans les sous-bois et en a sorti quelque chose, une poignée de baies. Elle les a posées par terre entre elle et Patricia, puis a reculé légèrement. « Une offrande », dit Morrison. « Exactement. » Patricia a compris immédiatement. Elle a sorti une barre de céréales de sa poche, l'a déballée et l'a placée à côté des baies. Puis elle a reculé aussi. Nous sommes tous restés assis là un moment, dans cette confrontation bizarre au milieu de la forêt à 2 heures du matin. Puis la créature a ramassé la barre de céréales, l'a examinée, l'a sentie et l'a mangée. Elle est restée assise là à manger cette barre de céréales pendant que Patricia mangeait quelques-unes des baies qu'elle avait offertes. Ils partageaient simplement de la nourriture. 2 êtres intelligents d'espèces différentes, communiquant par la forme la plus élémentaire de lien social. Je montrai à Morrison une photographie de cette nuit-là. Elle était granuleuse, prise en vision nocturne, mais montrait clairement la créature assise en face d'une silhouette humaine, toutes deux au sol. Cette photo est classée top secret depuis 8 ans, dis-je. C'est la preuve d'une interaction intelligente entre les humains et ces créatures, et le gouvernement l'a gardée sous clé. Que s'est-il passé ensuite? La créature est restée environ 20 minutes. Patricia a essayé de communiquer avec elle, lui montrant des objets, faisant des gestes. La créature répondait, montrait de la compréhension. Elle pointait des choses, faisait des vocalisations qui semblaient avoir un sens. Puis, elle a entendu quelque chose que nous n'avons pas entendu. Sa tête s'est redressée d'un coup, regardant dans la forêt. Elle s'est levée rapidement, a fait une dernière vocalisation à Patricia et a disparu dans l'obscurité. L'avez-vous revue? Pas pendant cette mission, mais nous avons trouvé des preuves le lendemain matin, des empreintes, des endroits où elle avait observé notre camp. Et ça? Je sortis une photo d'un tas de pierres soigneusement arrangées. Nous avons trouvé ça à une 50aine de mètres de notre camp. Des pierres délibérément empilées selon un motif. Patricia pensait que c'était un marqueur, une façon de dire « j'étais là » ou de marquer un territoire. Nous avons trouvé des structures similaires près d'autres sites de rencontres. Morrison étudia la photo. Donc, il crée des structures. C'est un comportement avancé. C'est ce qui les rend si remarquables. Ils utilisent des outils, ont des structures sociales, un langage apparent. Et maintenant des preuves de comportement symbolique, faisant des marqueurs, peut-être même de l'art. Ce sont tous des indicateurs d'une intelligence de niveau humain. Après cet incident, qu'a fait l'agence? Ils étaient furieux contre Patricia pour avoir enfreint le protocole, mais ils ne pouvaient pas ignorer ce qui s'était passé. Il est devenu clair que ce n'étaient pas seulement des animaux à surveiller. C'étaient des êtres intelligents capables d'une interaction pacifique avec les humains. Cela a changé toute la nature de l'opération. Comment ça? Avant ça, le projet Silverback était purement observationnel. Les suivre, les documenter, s'assurer qu'ils restent loin des humains. Après novembre 1986, il y a eu un débat sérieux au plus haut niveau pour savoir si nous devions tenter la communication, établir un contact diplomatique même. L'avez-vous fait? Pas officiellement, mais il y a eu quelques autres incidents comme le mien. Des agents de terrain ayant des rencontres où les créatures montrèrent des tentatives claires de communication. À chaque fois, nous le documentions, le rapportions à la hiérarchie. Mais la décision d'en haut était toujours la même. Observer, mais ne pas engager le contact. Ils s'inquiétaient des implications d'un contact officiel. Quelles implications? Juridiques, principalement. Si nous reconnaissons officiellement que ces créatures existent et sont intelligentes, quel est leur statut? Ont-elles des droits? Sont-elles protégées par une loi? Pourraient-elles revendiquer des terres? Après tout, leurs ancêtres étaient ici bien avant l'arrivée des Européens. Les avocats sont devenus fous avec les hypothèses. Donc la décision a été de simplement les ignorer. Pas les ignorer, les surveiller,
continuer le programme de surveillance, mais ne pas reconnaître leur intelligence, ne pas engager la communication, juste les regarder décliner lentement vers l'extinction pendant que nous documentons chaque étape. C'est monstrueux. C'est la bureaucratie gouvernementale. Personne ne voulait être responsable de la boîte de Pandore que cela ouvrirait. Alors ils ont repoussé le problème à plus tard, ont tout classifié et ont espéré que le problème se résoudrait de lui-même. Se résoudrait de lui-même, c'est-à-dire attendre qu'il s'éteigne, puis classer l'ensemble du projet de façon permanente. Pas de créatures, pas de problème, pas de questions gênantes sur pourquoi nous les avons cachées si longtemps. Morrison posa son stylo, son expression troublée. « Derek, si ce que vous me dites est vrai, c'est plus gros que le Watergate. C'est le gouvernement qui dissimule l'existence d'une espèce intelligente. Je sais. C'est pour ça que je suis là. Parce que dans une décennie ou deux, il ne restera plus aucune preuve, à part des dossiers classifiés dans un coffre-fort quelque part. Ces créatures auront disparu, et la majeure partie de l'humanité n'aura jamais su qu'elles existaient. Que voulez-vous qu'il se passe quand cette histoire sera publiée? Je veux des auditions au Congrès. Je veux que les dossiers classifiés soient déclassifiés. Je veux que des scientifiques qui ne sont pas liés par des habilitations de sécurité étudient ces créatures et développent de vrais plans de conservation. Je veux que leur habitat soit protégé avant qu'il ne soit trop tard. Et vous êtes prêt à risquer la prison pour ça? Je suis prêt à tout risquer pour ça, Morrison. J'ai passé 12 ans à mentir à mes amis, à ma famille, au peuple américain sur ce que je faisais vraiment pour la CIA. J'ai observé ces créatures à travers des jumelles et des lunettes de vision nocturne, documenté leur déclin, et n'ai rien fait de significatif pour les aider. J'en ai assez d'être complice. Quand je publierai ça, votre vie va changer radicalement. Je sais, l'agence va me poursuivre, je serai probablement arrêté, ma réputation sera détruite. Mais rien de tout cela n'a d'importance si cela signifie que ces créatures ont une chance de survivre. Morrison vérifia à nouveau son magnétophone. Je vais devoir corroborer tout ça. Des noms d'autres agents, l'accès à plus de documentation, des avis d'experts sur les preuves que vous fournissez. Je peux vous donner 2 autres noms. Des agents qui ont travaillé sur le projet Silverback et qui ont depuis quitté l'agence. Ils ont accepté de vous parler confidentiellement et j'ai d'autres documents, d'autres photos. Ça va prendre du temps de tout éplucher. De combien de temps disposons-nous? L'agence sait que j'ai copié des dossiers en partant. Ils enquêtent probablement en interne en ce moment même, essayant de savoir ce que j'ai pris et à qui je pourrais parler. Nous avons peut-être quelques semaines avant qu'ils n'agissent pour empêcher la publication de cette histoire. Alors nous ferions mieux de travailler vite. Le crayon de Morrison s'arrêta sur la page. Donc, vous aviez l'intention de parler depuis janvier? Je hochai la tête. Pas l'intention, l'hésitation. Je ne me suis décidé que fin février. Il a fallu quelque chose de gros. Que s'est-il passé? Le café sembla se rétrécir autour de nous. Une table d'étudiants riait près du jukebox Patty Clenay, tournait toujours comme si l'endroit était figé dans le temps. Je baissai la voix. Parce que fin 93, dis-je, la CIA a franchi une nouvelle étape. Ils ont franchi une ligne que nous n'étions jamais censés franchir. Morrison se pencha en avant, je continuai. Décembre 1993, nous avons reçu des informations d'une compagnie forestière près du mont St. Helens. Une zone reculée le long de la route forestière 25. Un contremaître a appelé un contact du service des forêts, qui était un sympathisant de Silverback. Il avait signalé que son équipe entendait des hurlements la nuit, trouvait des carcasses de cerfs dépecées et suspendues à 2,50 m ou 2,70 m dans les arbres. Ce comportement n'était pas inhabituel pour le groupe 7, que nous avions suivi par intermittence depuis le début des années 80. Nous pensions qu'ils étaient partis depuis longtemps, mais apparemment, ils étaient revenus. Et demanda Morrison.
2 semaines plus tard, le 22 décembre, nous avons eu des détections thermiques par satellite. 3 grandes signatures chaudes se déplaçant près d'un cabanon d'opération isolé. Le cabanon abritait du petit matériel, tronçonneuse, carburant, générateur portable. Au début, on a supposé qu'il cherchait juste de la chaleur ou de la nourriture. Mais ensuite, j'expirais lentement. Une des signatures s'est effondrée. Morrison fronça les sourcils. Effondrée comment? Elle s'est écroulée. L'image thermique l'a montrée s'affaissant et devenant immobile. Les 2 autres signatures ont tourné autour pendant près de 2 heures, puis ont quitté la zone. Ce n'était pas normal. Ils n'abandonnent pas leurs blessés à moins que quelque chose n'aille vraiment pas. Qu'a fait votre équipe? J'étais en repos, mais Holloway, Frank, dirigeait toujours les opérations de terrain. Il a assemblé une équipe de 5 hommes, dont un médecin familier avec les protocoles de Silverback. Les ordres étaient simples, confirmer l'état, évaluer la menace, tenter une extraction non intrusive seulement si nécessaire. Ils sont partis à pied le lendemain matin. Je m'arrêtais, balayant le café du regard par habitude. Personne ne prêtait attention. Quand ils sont arrivés, continuai-je, ils ont trouvé du sang pas humain, plus sombre, plus épais. Des touffes de poils le long des buissons correspondaient au mâle adulte brun chocolat que nous pensions être l'alpha du groupe. Des empreintes de 35 cm de long, larges, des talons profondément marqués. Ils ont suivi l'individu blessé sur environ 400 mètres jusqu'à un ravin. C'est là qu'ils l'ont trouvé. Morrison déglutit, toujours en vie. À peine. Un mâle adulte d'environ 2,40 m, pesant entre 135 et 160 kg. Il avait de profondes lacérations le long de la cage thoracique, quelques perforations. Des perforations félines, étroites et profondes. Le médecin pensait que ça ressemblait à une attaque d'un grand prédateur. Peut-être un cougar, sauf que les cougars ne frappent pas comme ça, pas avec une telle précision. Qu'ont-ils fait? Ils l'ont stabilisé. Pansement de base. Il était conscient, à peine. Il les suivait du regard. A essayé de s'asseoir, mais n'a pas pu. Frank a dit qu'il vocalisait. Bas, rythmique, pas aléatoire. Il essayait de communiquer. Le stylo de Morrison grattait la page. Et ensuite, Frank a pris une décision. Celle qui a tout fait basculer. Je le regardais dans les yeux. Il a ordonné une extraction. L'expression de Morrison se durcit. Attendez, Silverback n'avait pas l'autorité pour capturer l'une de ces choses. Exact, dis-je. C'était strictement interdit. Observer seulement. Ne jamais capturer, ne jamais contenir. Mais Holloway a appelé par radio en invoquant une nécessité médicale urgente. L'autorisation est revenue verbalement d'un supérieur que nous ne connaissions pas, autorisant le transport vers un site médical temporaire. Qui a donné cette autorisation? Aucune idée. Le nom n'a pas été consigné, pas d'enregistrement. Seul Frank l'a entendu. Je me rencognais, sentant la vieille frustration monter. L'équipe a sédaté la créature, a passé 3 heures à la transporter sur un terrain accidenté jusqu'à une route d'accès forestière. Ils l'ont chargée dans une camionnette de transport modifiée. À l'intérieur, il y avait des contentions préinstallées. Rien que ça aurait dû déclencher l'alarme. Quelqu'un s'était préparé à ça. Et ensuite, demanda Morrison, ils l'ont amené dans une installation temporaire près de Packwood. Un laboratoire conteneur installé sur un terrain privé, loué par une société écran, ils l'ont branché à des perfusions, ont pris ses constantes vitales. Pendant les 48 premières heures, la créature était stable. Puis, les costards de la CIA sont arrivés. Pas exactement. Je baissais les yeux sur ma tasse vide. Ils avaient des accréditations de l'anglais, mais ils n'étaient pas de notre division. Pas d'expérience de terrain. Aucune familiarité avec Silverback. Ils étaient escortés par 2 hommes qui n'ont jamais donné leur nom. Des types du département de la Défense, très probablement. J'ai été appelé 2 jours plus tard. À ce moment-là, continuai-je, tout était différent. Holloway ne me regardait pas dans les yeux. Le médecin sur place, Rodriguez,
n'arrêtait pas de dire que la créature devait être relâchée dans la nature, que la garder était une torture. « Et les costards » demanda Morrison doucement. Il voulait des échantillons, sans tissu. À plusieurs reprises, Rodriguez s'y est opposé, disant qu'elle était trop faible. Ils l'ont ignorée. Ils ont pris du sang, de la peau, puis du tissu osseux. Vous voulez dire qu'ils le disséquaient vivant? Non, dis-je fermement. Pas de la dissection. Un prélèvement, mais des prélèvements invasifs. Il a souffert, il vocalisait pendant les procédures. Fort, en détresse. Ça résonnait contre les parois métalliques. Morrison me fixait horrifié. Ce n'était pas juste de la recherche, dis-je. On aurait dit un interrogatoire. Tester des réponses, des schémas. Ils lui ont fait écouter des vocalisations enregistrées, des enregistrements de Bigfoot d'autres rencontres. Il répondait faiblement, puis s'arrêtait. Qu'est-il devenu? Il est mort la 4e nuit. J'avalais ma salive. Je suis arrivé le lendemain matin. Rodriguez était parti, transféré, sans préavis. Le corps était scellé dans une caisse de transport. Le costard a dit qu'il partait pour Fort Detrick. La vérité? Je secouai la tête. Il n'y est jamais arrivé. Ou s'il y est arrivé, personne à Detrick ne l'a reconnu. Chaque demande s'est heurtée à un mur de silence. Holloway m'a dit de laisser tomber. Il m'a dit « Tu ne veux pas savoir ». Et c'est là que vous avez décidé de partir. C'est là que le travail est devenu autre chose. Nous avions passé une décennie à œuvrer pour protéger ces créatures. Surveiller, observer, décourager le contact. Mais maintenant, quelqu'un avait changé la mission. Il voulait un contrôle physique, du matériel biologique, peut-être une militarisation, qui sait. Je me penchai en avant. Et voici le pire. 3 jours après la mort de la créature, le groupe 7 a entièrement disparu de l'imagerie satellite. Simplement parti, comme s'ils avaient été prévenus ou que quelque chose les avait chassés. « Ouh !» murmura Morrison, éliminé. Je ne répondis pas. Il s'essuya la bouche, mal à l'aise. « Cela explique votre urgence. » Je hochai la tête. L'agence a franchi un seuil. Quelqu'un voulait un moyen de pression sur ces êtres. Si une capture se transformait en plusieurs, l'extinction s'accélérerait. Et avec le gouvernement niant tout, il n'y aurait aucune surveillance, aucune responsabilité. Morrison laissa échapper un souffle tremblant. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait ce que l'agence n'a pas voulu faire, dis-je. On informe le public. On force la transparence. Si suffisamment de gens ont les yeux rivés là-dessus, ils ne pourront pas le cacher. Et peut-être que ces créatures auront une chance. Avant que Morrison ne puisse répondre, la cloche au-dessus de la porte du café tinta. Un homme en imperméable sombre entra, balayant la pièce du regard comme s'il se fichait d'être remarqué. Il n'était pas habillé comme un client ordinaire. Coupe de cheveux nette. Une immobilité dans sa posture. Des yeux trop concentrés. Mon sang se glaça. Il n'était pas là pour le café. Je me penchai sur la table et baissai la voix. Nous n'avons plus de temps. La cloche, au-dessus de la porte du Murphys, cessa de tinter, mais la lourdeur dans la pièce ne se dissipa pas. L'homme à l'imperméable sombre secoua l'eau de ses épaules, balaya à nouveau les tables du regard et s'assit au comptoir sans commander. Il ne fit même pas semblant de regarder un menu. Je gardais un ton calme. Ne réagissez pas. Il nous observe. Morrison ne se retourna pas, baissant seulement le regard vers son carnet. « CIA » murmura-t-il. « Peut-être. Ça pourrait être le département de la défense. Ça pourrait n'être personne. Mais personne n'entre dans un café de Georgetown à 9 heures du matin avec des chaussures aussi propres, à moins de vouloir être vu. Je me décalais légèrement, positionnant mon corps de manière à pouvoir observer l'homme dans le reflet chromé du distributeur de serviettes. Il ne parlait pas, il ne buvait pas, il se contentait de regarder. « Nous devons partir », dis-je en gardant ma voix égale. Maintenant, naturellement. Sortie séparée.
Morrison déglutit. Vous aviez dit que vous vous attendiez à ce qu'ils vous poursuivent. Je ne pensais pas vous avoir dit que ce n'était pas une histoire normale. Je glissais hors de la banquette, laissant tomber quelques billets froissés sur la table. Morrison hésita, rangeant le magnétophone dans son manteau. Ses mains tremblaient. « Gardez les documents cachés, murmurai-je. Pas sur vous, pas chez vous. » Il hocha la tête. Alors que je me levais, l'homme à l'imperméable souleva une tasse de café. Quelqu'un avait dû la poser là, sans que je le remarque. Il n'y but pas, se contentant de la tenir, attendant. Je me dirigeais vers le couloir des toilettes. Morrison se dirigea vers la porte d'entrée. Personne ne le suivit. Dans le couloir étroit, je poussai la porte de service qui donnait sur une ruelle. L'air froid de mars me frappa au visage. Je ne courus pas. Pas encore. Je marchais jusqu'au coin de la rue et regardais en arrière. L'homme à l'imperméable avait disparu. Pas dehors, pas dans la ruelle. Disparu. Je ne suis pas rentré chez moi, je ne suis pas allé à mon hôtel. Je suis allé directement au seul endroit en qui j'avais confiance. Un box de stockage à Arlington où j'avais gardé des copies de dossiers, des cartes et quelques photos non développées de Silverback. J'y suis resté jusqu'au soir. À 19h10, le téléphone fixe mural sonna. Personne n'avait ce numéro. Je ne répondis pas. Il sonna de nouveau. Je décrochai. Une voix familière. « Vous allez trop vite, Shepard. » Ma gorge se serra. Je le reconnus. Leland Shaw, un ancien directeur adjoint qui avait supervisé plusieurs programmes non officiels à la fin des années 80. Il n'avait jamais été officiellement lié à Silverback. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il savait toujours tout. « Vous devez arrêter, » dit Shaw calmement. « Il y a des gens qui ne veulent pas que cette histoire sorte. C'est pour ça qu'elle doit sortir, dis-je. » Il soupira. « Derek, écoutez-moi, vous faites une erreur. Vous pensez faire ce qui est juste, mais vous ne voyez pas l'échiquier dans son ensemble. J'en ai assez vu. Vous avez vu des pièces. Les pièces sont dangereuses. » Il marqua une pause. « Cette créature que vous avez récupérée en 93, vous pensez que c'était une initiative isolée? Vous pensez qu'elle a été blessée par hasard ?» Ma poitrine se serra. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Il y avait des intérêts concurrents, des groupes à l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement qui pensaient que ces êtres ne devaient pas être autorisés à errer sans contrôle. Certains pensaient qu'ils représentaient une menace inconnue pour la sécurité nationale. D'autres y voyaient une opportunité. Biologie, défense, anthropologie. Choisissez votre domaine. Quelqu'un les veut. Vous justifiez ce qui s'est passé. Non, je l'explique. Certains d'entre nous voulaient les garder en sécurité, les étudier à distance, les laisser tranquilles. D'autres voulaient un moyen de pression. Et en ce moment, un temps. Ce ne sont pas les bonnes personnes qui sont en train de gagner. Je serrai le téléphone. Alors aidez-nous. C'est ce que je fais, dit-il doucement. Je vous dis de disparaître. Vous ne pouvez pas gagner ce combat. Ils enterreront la vérité avant que vous ne puissiez publier. Et ils vous enterreront aussi. Je suis déjà trop impliqué. Alors, au moins, protégez les autres, les agents qui vous ont aidé, le journaliste, tous ceux que vous avez déjà impliqués. La ligne resta silencieuse un instant, puis Shaw reprit la parole. Il y en a plus, Derek. Plus que vos données ne l'ont jamais montré. Ils ne sont pas éteints, pas encore, mais si vous insistez, ils le seront. Le téléphone cliqua, il avait raccroché. Je restais là, dans la faible lumière fluorescente, fixant le combiné silencieux. Était-ce une menace? Un avertissement? Les deux. Je rangeais les documents restants dans un sac de sport, fermais le box à clé et me glissais dans la nuit. Pendant 3 jours, je disparus. Motel bon marché, paiement en espèces, pas d'appel, pas de mouvement prévisible. Le 4e jour, Morrison me contacta par le message codé que nous avions convenu. Une carte postale, vierge à l'exception d'1 heure et d'une adresse. 21h30.
Rock Creek Park. J'arrivais en avance. Le parc était silencieux. À l'exception du trafic lointain, les feuilles mouillées, brillant sous les lampadaires, Morrison attendait sur un banc, son manteau bien boutonné. Il avait l'air épuisé et effrayé. « Vous avez parlé à quelqu'un » dit-il. Je hochai la tête. Moi aussi. Il plongea la main dans son manteau et me tendit une enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des clichés de surveillance en noir et blanc. Un entrepôt, un camion de marchandises, des hommes chargeant une longue caisse sous des projecteurs. « Où avez-vous eu ça ?» demandai-je. « Une source. Quelqu'un à l'intérieur de Fort Detrick. Ils ont dit que la caisse de Packwood n'est jamais entrée dans l'installation principale. Elle a été réacheminée vers un sous-traitant privé en Virginie. » J'expirai. Alors les échantillons. « Disparus, dit-il. Et le corps ?» Il secoua la tête. « Aucune trace, aucun numéro d'archive, rien. » Je fixai les photos. Un cliché montrait deux hommes debout près de la caisse. Leur silhouette n'était pas clairement visible, mais un geste était sans équivoque. L'un d'eux semblait vérifier un pouls sur quelque chose à l'intérieur. « Ça a été pris il y a 3 semaines, » dit Morrison. « Ce qui signifie que ce qui est là-dedans n'est pas mort. » L'air se raréfia. « Ce n'est pas possible, » murmurai-je. « Je pensais que vous deviez voir ça avant que nous ne publiions. » Publier ? Je me tournai vers lui. « Après ça, vous voulez toujours le faire ?»« Oui, et je le ferai avec ou sans vous. » J'admirais sa conviction et la craignais aussi. « Nous en avons assez pour rendre ça public, » dit-il. « Documents, photos, cartes, témoins. Nous publions, puis nous gérons les retombées. » Le vent se leva, dispersant les feuilles sur le chemin. « Et chaud ?» demandai-je. « Il pense que révéler ça les tuera. » Morrison me regarda. « Ou les protégera. La lumière du jour est la seule défense contre ceux qui opèrent dans l'ombre. » Une branche craqua quelque part dans les bois. Nous nous figeâmes tous les deux. Puis un son. Pas un rugissement, pas un grognement. Un appel grave et résonnant, presque conversationnel. Il se propagea à travers les arbres avec un calme étrange, ni hostile ni urgent. J'avais déjà entendu cet appel en 1986. Une présence juste au-delà de la lisière des arbres. Les yeux de Morrison s'écarquillèrent. Il chuchota « C'est... oui ?» Un autre appel répondit plus profondément dans les bois, puis le silence. Je gardai la voix basse. Ils nous ont suivis. Peut-être qu'ils observent, ils savent que quelque chose se passe. Peut-être qu'ils savent que nous racontons leur histoire. Morrison regarda autour de lui, mal à l'aise. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Je pris une profonde inspiration. On finit ce qu'on a commencé. Je m'éloignai du son, m'enfonçant plus loin sur le chemin éclairé. Morrison suivit. « Vous allez publier, dis-je. Mais avec précaution, nous protégeons leurs habitats. Nous ne révélons pas de coordonnées. Nous en publions assez pour prouver qu'ils existent. Rien qui puisse aider les chasseurs ou les sous-traitants. Et si le gouvernement riposte ? Ils le feront, dis-je. Mais une fois que la vérité sera publique, ils ne pourront pas l'effacer. » Nous atteignîmes le parking. Morrison s'arrêta. « Qu'est-ce qui va vous arriver ?» Je haussai les épaules. Peut-être que je me ferai arrêter. Peut-être que je disparaîtrai, mais ça n'a pas d'importance. Une fois que le public saura, on ne pourra plus faire machine arrière. Il hocha lentement la tête. Nous lancerons l'impression lundi. Si vous avez besoin d'un endroit sûr, je n'en aurai pas besoin, dis-je. J'ai vécu assez longtemps dans l'ombre. Nous échangeâmes un dernier regard. Respect, peur, détermination. Puis nous nous séparâmes. Alors que je marchais vers ma voiture, un autre appel doux résonna depuis les bois. Le même ton délibéré, observant, attendant. Je ne me retournais pas. Quelque part là-bas, un peuple ancien, haut de 2,40 m
était en train de décider s'il fallait faire confiance à l'humanité une dernière fois, et je priais pour que nous ne gâchions pas tout.